Bonjour tout le monde, on va commencer le face aux auteurs, c'est très improvisé. Ouais, mais c'est très bien, on aime comme ça. Je vous présente. Christophe Barbier, l'homme à l'écharpe rouge, est là avec nous. Bravo. Ensuite, nous avons Yves Azéroal, qui est journaliste, en même temps réalisateur de beaucoup de documentaires. Est-ce que vous avez déjà fait de la fiction ? Non, mais mon précédent roman est en cours d'adaptation. D'accord. Très bien. Ah, moi, c'est mon premier roman, j'ai fait de la fiction théâtrale. Mais en roman, non, c'est le premier. Alors, mais je pensais parler de fiction. Non, si, c'était ça. En fiction, film. D'accord. Oui, non, roman. Absolument. Et enfin, je parlais de réalisation fiction. J'ai compris. Voilà. Non, moi, j'ai tourné un peu, mais je n'ai pas réalisé. Bon, et ben moi, je pense qu'on va démarrer un peu sur le thème de La montre d'Hitler, qui est votre nouveau roman thriller, une enquête historique, mais qui remonte à la fois dans le temps. La montre, on ne peut pas la remonter parce qu'elle est coincée dans le temps. Elle est coincée Espérons. En 45. Non, mais on en est certain. Et il va falloir que je change de place parce que personne ne me voit. Faut que tu te mettes là. Ou là, au milieu, là. Je bouge, j'arrive. Derrière, là, au milieu. Voilà. On s'avance un peu. Voilà. Vous en faites mieux, pas. Regarde, c'est mieux là. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc je disais que la montre est restée coincée dans le temps, 45. Bon, mais moi j'ai quand même une question. Ce livre super, édité aux éditions Studio Fact, il est addictif parce c'est une enquête et moi je le verrais très bien adapté en série télévisé parce que c'est un peu dans la veine d'un Graal, enfin recherche d'un Graal, Harrison Ford là, comment ça s'appelle ? Indiana Jones. Ouais. Voilà, mais bon, revisité, beaucoup plus modernisé, etc. Mais moi je le verrais bien comme ça, une sorte de série. Puis si vous voulez être entendu, vous allez y aller, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous fais le casting. D'accord. Je choisis parce que j'ai visualisé. Très bien. J'ai visualisé, voilà. Donc, j'ai une question. Vous avez écrit à deux. Mais moi, je suis fascinée. Comment on écrit à quatre mains un livre enquête, thriller, un rebondissement de ce style? Expliquez-moi. Alors on a trouvé un truc pour simplifier tout, c'est qu'on a écrit l'un après l'autre. D'abord on était parti, quand Yves a eu l'idée de ce sujet, en retrouvant la trace de cette montre qui a été vendue aux enchères en 2022, on était parti dans plusieurs directions, un documentaire. On avait pensé éventuellement à films, séries, etc. Pièces de théâtre. On a commencé par coécrire une pièce de théâtre, un peu en s'envoyant en ping-pong comme ça, des scènes à réécrire, à compléter, qui a fini par aboutir à une version qui a été lue. On est encore en recherche d'un directeur de théâtre. S'il y a parmi vous des gens qui connaissent des troupes ou des directions de théâtre, le sujet ne vieillit pas. Et comme on voyait que c'était compliqué côté théâtre, on est passé côté roman. Donc Yves a fait un premier, comment on dit en anglais, draft, un premier jet, un premier enfant, si j'ose dire. Colonne vertébrale, avec notamment toute la partie historique. 1933, la guerre, 1945. Parce qu'on traverse Berlin, Paris. Et puis il connaît par cœur le nom du moindre officier américain qui était sur les routes de Berchtesgaden en mai 1945. Donc il a posé cette base-là. Moi je me suis attaché un peu plus à Mia, qui est élève au conservatoire et donc qui aime le théâtre, donc les scènes de théâtre, donc toute cette vie parisienne. J'ai pris en charge la localisation en 1990, par rapport au cimetière de Carpentras, par rapport à ce qui se passait comme événement divers en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire 6 mois après la chute du mur de Berlin. Ça réveille nos mémoires. On a un peu marié les deux. Moi, je lui ai apporté la partie suisse, la partie polonaise, c'était plus Yves, dans les réflexions, parce qu'il y a énormément de matériaux historiques, et donc la fiction, on l'a greffé sur des choses qui existent déjà. Oui, excusez-moi, c'est vrai, il y a beaucoup de parties historiques, etc. Mais il y a une chose qui m'a fascinée, en fait, dans ce roman énigme, à laquelle on ne s'attend absolument pas, c'est que ça foisonne de références littéraires. Eh ben, on est l'un comme l'autre, enfin lui davantage que moi, mais Christophe, c'est un normalien. D'accord. Et moi, je suis un ancien de la Sorbonne en littérature française. Donc c'est vrai qu'on a des références littéraires, on est passionné par ça, mais on n'a pas étalé notre science quand même. Vous m'inquiétez. Ah non, mais ça vient toujours à point nommé, c'est toujours bien placé et c'est toujours enrichissant. D'ailleurs, j'ai tout noté.
parce que j'ai l'impression de lire. Enfin, je vais acheter ces livres pour pouvoir me cultiver. C'est un peu le propre de la littérature. C'est dans un livre, nous permettre d'aller vers d'autres ouvrages, d'autres lectures, etc. Alors, intéressant, dans un livre enquête, dans un livre thriller, de trouver ces références littéraires. Voilà. Alors déjà, vous nous avez un petit peu expliqué comment vous avez écrit À demain. Maintenant, l'histoire de la montre, qui veut la raconter? Parce qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, qui sont inventées. Dans ce roman. Sur l'objet montre, il n'y a pas grand-chose à inventer, mais je laisse parler Yves parce que c'est lui l'enquêteur horloger. Mais c'est intéressant parce que personne ne le connaît vraiment. D'abord, je vais vous raconter la genèse, la manière dont l'idée m'est venue tout à fait par hasard. Absolument. Je tombe sur un livre, sur un magazine spécialisé sur les montres. Et je vois un petit article où il est indiqué qu'un kidam, on ne donne pas son nom, cherche à vendre dans les palaces parisiens la montre d'Hitler. C'est fou. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire Donc je vois le nom du journaliste. En fait, c'est un journal suisse. J'appelle la rédaction, on me passe le journaliste et je lui demande, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec cette personne qui vend la montre? Il m'a dit non, il ne voudra pas vous parler, c'est tout à fait secret, c'est confidentiel, il fait ça... il représente quelqu'un. Bref, je lui donne mon nom, je lui explique un peu ce que j'ai fait, ce que je fais, etc. Au bout d'une semaine, cette personne m'appelle et il commence à me raconter, ce qui n'était pas encore public, cette montre, en 1945, quand les Américains et la 2e DB arrivent à Berchtesgaden, qui était le village où Hitler passait ses vacances. Ouais. Vous voyez ces images quand on le voit sur le... Alors, c'est pas encore le Berghof. Avec la mère de Romy Schneider. Voilà, alors il est sur le balcon, etc. Donc le Berchtesgaden, c'est le village. Et arrivent les Américains et la 2e DB à Berchtesgaden. Les Américains pensent être arrivés au bout de leur bataille. Et il y a un Français qui part avec une escorte, une dizaine de personnes. Il dit non mais le nid d'aigle, la maison d'Hitler, la villa d'Hitler et des autres dignitaires nazis, c'est plus haut. C'est le Berghof. Et là, il part avec une dizaine de personnes. Il s'appelle Léon, je me souviens plus de son nom, tiens, Massia, un polytechnicien, il a une vingtaine d'années. Il débarque au Berghof et lui et tous ses potes, il faut dire qu'une semaine avant, ces villas ont été bombardées par les Anglais, mais il reste encore quelques vestiges. Et là, il commence à dépouiller toutes les villas, dont un des militaires qui accompagne ce Massia trouve la montre d'Hitler. Vous avez la reproduction à la fin du livre, et je crois que oui, je l'ai posté elle l'a posté, etc. Qui est une montre qui indique trois dates importantes la naissance d'Hitler, son accession au pouvoir et le succès aux législatives de 1933. Et donc il rentre chez lui, ce soldat. Elle est à la fin, ouais. Il rentre chez lui et il garde la montre. Il garde la montre. Il la trouve dans un secrétaire. Il la trouve. Alors, en fait, ça on ne sait pas trop. Ça on sait pas trop. En tout cas, dans la maison et dans la villa, dans le bureau ou la chambre d'Hitler. Dans le bureau et la chambre d'Hitler. Et là, on est sûr en tout cas qu'elle appartenait à Hitler. Absolument. Bien qu'Hitler n'ait jamais porté de montre. On la lui a offert. Oui, c'est ce que vous écrivez. Voilà. Il n'y a aucune photo de lui en portant avec cette montre. Une fois, on le voit très vite dans un extrait que vous pouvez voir sur Internet où il sort une montre à gousset comme ça. Il la regarde rapidement et après on le voit plus. Oui. Mais il n'était pas fan de montre. Et cette montre disparaît. Elle est ensuite léguée par ce soldat à ses enfants qui la lègue à d'autres personnes qui vont trouver cette personne que j'ai eue au téléphone, qui les a aidés à la mettre aux enchères, et elle a été vendue il y a 3 ans. Ouais, juillet 2022. Juillet 2022, aux États-Unis, pas en France, parce que c'était un peu compliqué de faire ça en France, pour un peu plus d'$1 million. C'est ça, mais bien au-dessous de l'estimation. Parce qu'elle était estimée entre 2 et 4 millions de dollars, et elle est partie à 1,1 million de dollars. Alors, avant que vous nous posiez la question... Ce qui est énorme tout de même. On a eu le commissaire-priseur, il n'a pas voulu nous révéler à qui était le destinataire de cette vente, le propriétaire. Je ne sais pas si c'est dans votre livre, où j'ai cru lire...
qu'elle a été achetée par un juif américain. Ah non, alors ça après, c'est la fiction. C'est un délire, c'est la fiction. C'est la fiction. Ok, donc à partir de là, on a cette montre avec, c'est une Gégère Lecoutre, mais ça aussi c'est discuté, parce qu'il y a un mécanisme. Vous l'expliquez. C'est un mécanisme Gégère, puisque la fusion avec Lecoutre n'était pas encore faite, qu'on a retrouvé dans un boîtier Huber, Huber, qui était la grande marque de joaillerie, d'horlogerie des armées nazies, des armées allemandes. Donc c'était assez logique de demander à Huber de faire un boîtier avec tout ce que Yves disait, les dates, les initiales d'Hitler, etc. Et il a visiblement récupéré un boîtier, un mouvement Jaeger. La manufacture Jaeger, d'ailleurs la maison Jaeger, s'est détachée beaucoup de cette montre en expliquant qu'ils étaient au courant de rien, qu'ils avaient livré aucun mouvement et qu'en quelque sorte ils étaient un peu victimes de ces détournements. La maison Huber a continué après la guerre, mais je crois qu'elle s'est un peu diluée et puis elle a fini par être rachetée. Alors mais surtout que ça a été bombardé. À Berlin, ça a été bombardé. On n'a pas les archives. On n'a pas les archives. On n'a pas accès aux archives. Mais est-ce que c'est vrai que la marque originale a été effacée? Oui, je crois que oui. En fait, il n'y avait pas la marque dedans, mais il y avait des numéros de série qui permettaient de dire d'où ça venait et ils ont été visiblement effacés par Huber. Ou bien ils les avaient récupérés à l'état brut à la sortie d'une usine avant même que ça soit gravé en numéro de série. Il y a une histoire comme ça. En tous les cas, c'est mauvaise réputation. C'est pas une merveille d'horlogerie. C'est pas une merveille d'horlogerie. Il n'y a pas de pierreries, c'est pas un mouvement rarissime. Non, mais elle est jolie quand même. Elle a une particularité. C'est un boîtier en or quand même. Or et argent. Elle est reverso. Donc c'était on peut la retourner. Ouais, c'est une reverso. Et la particularité, c'est ce qui fait tout l'attrait et l'intérêt du roman, c'est que elle recèle un mystère. Alors elle recèle un secret énorme qui est un secret qu'on ne va pas divulguer du tout, puisque c'est la cavalcade justement de tout le roman. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très astucieux de votre part, parce que ça c'est romancé complètement. C'est romancé, mais ça s'appuie quand même sur du vrai faux, si j'ose dire. Depuis 1945, il y a toute une série de fantasmes autour de la postérité du nazisme. Hitler n'est pas mort, il est sur une île déserte, Hitler a eu des enfants, Hitler a été cloné, bien sûr, tout à fait. Exactement. Hitler a caché partout des trésors divers et variés. Enfin bref, tout ce qui pouvait motiver les gens pour le redémarrage d'un quatrième Reich. Oui, parce que le livre commence avec un type qui est cuisiné. Oui. En 1954. Voilà. Donc, par qui, il faut dire, on peut le dire par qui. Par des rues. Des soviétiques. Alors, par des il soviétiques. Se trouve en RDA, en fait, et il est cuisiné par des soviétiques. Alors, c'est très intéressant, d'ailleurs, cette idée. J'explique pourquoi. Parce que tout d'un coup, au bout de, 150 pages, je me dis, en fait, ce prisonnier-là, qui est cuisiné, qui existe en 1954, mais il est là pour nous rentrer dans la tête justement ce que tout le monde a fantasmé pendant des décennies, c'est que Hitler n'était pas mort dans son bunker. Puisqu'on a ce prisonnier qui est vivant en 54 alors que tout le monde le croyait mort. Son aide de camp, en fait. Son aide de camp, oui. C'est son aide de camp qui devient prisonnier des Russes. Des Russes. Et je me dis, et du coup, on a ce venin qui rentre quand même, on a cette... non, mais je vous confirme, il est bien mort, suicidé dans son bunker. Mais ceux qui ont peut-être cru pendant des décennies et qui ont voulu... Qu'il était avec Elvis Presley. C'est comme l'histoire d'Elvis Presley, tous les fans des... Encore aujourd'hui, on trouve en fouillant dans Internet des gens qui pensent que les soviétiques n'ont pas vraiment authentifié les cadavres retrouvés dans le bunker et qu'on n'est pas certain qu'Hitler soit mort. Alors bon, aujourd'hui, il aurait quand même 136 ans, quelque chose comme ça. Il est en 95. 95, c'était 25 et en 36, 136 ans, oui. Donc on peut penser qu'il est mort, mais bon. Mais voilà, cette aide de camp était soi-disant vivant. Et puis surtout, l'aide de camp porte l'idée de l'éternité du nazisme, c'est-à-dire qu'on ne se déradicalise pas, si j'ose dire. Absolument. C'est que quand on est nazi un jour, on nazi toujours. Et alors en même temps, j'ai envie de dire, c'est palpitant, c'est addictif et c'est terrorisant. Parce que quand on avance dans le roman, on découvre que la bête immonde et puis pourrait apparaître. Alors vous verrez de quelle façon c'est écrit.
Et sous plusieurs visages. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi en 90, c'est-à-dire le croisement entre un néonazisme européen qui rêve de quatrième Reich et puis l'arrivée de ce que Yves connaît très bien, puisqu'il a travaillé sur le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire un antisémitisme qui arrive du Proche-Orient, qui existait bien avant, mais qui arrive en Europe violemment à partir du moment où l'Iran commence à envoyer des terroristes un peu partout. Et bien sûr, depuis l'importation de l'antisémitisme proche-oriental, il a été très violent dans nos sociétés. Donc c'est un peu ce croisement et cette addition de tous les néo-nazismes, en tout cas de toutes les nouvelles figures de l'antisémitisme qui regrettent qu'Hitler n'ait pas fini le travail. Et ça, pour moi, ça commence ces années 90, où le dégel de l'Union soviétique apporte aussi des contrées en Europe qui n'ont pas été dénazifiées. Parce qu'on leur a expliqué en 1945 qu'elles avaient été libérées par l'armée rouge, que circuler, il n'y a plus rien à voir, et qu'il n'y a pas eu le travail de mémoire qui a été fait à l'Ouest. Il y a ce qui est important pour rebondir sur ce que dit Christophe, c'est que dans les nombreux pays musulmans, arabo-musulmans, un des best-sellers, c'est Mein Kampf. Absolument. Et le fondateur des Frères musulmans, tout le monde connaît son petit-fils, parce que son petit-fils c'est Tariq Ramadan, Al-Banna. Eh bien, il a écrit son premier ouvrage, le titre en arabe, quand vous le traduisez, c'est Mon combat. Mon combat. Ouais. Mon combat. Mein Kampf. Et donc en arabe, voilà. Ouais. Et c'est en arabe, il a écrit ça. Donc il y a une vraie tradition. Et le moufti de Jérusalem, on l'a évoqué, est un de ceux qui ont, plus que collaboré avec le régime nazi, aidé à la diffusion des idées nazies au Proche et Moyen-Orient. Et on retrouve, c'est pour ça qu'on a voulu rester dans cette période-là, 90. Alors bien sûr 45, 90, parce qu'on change de période, mais c'est aussi là que démarre toute cette, j'allais dire islamo-gauchisme, non, cette alliance entre l'islam radical et l'antisémitisme et le pro-nazisme, ou voilà. Donc on a cherché à faire ce mélange, ce mix, qui est une réalité, hein, et qui est aussi, on est aussi dans l'affaire de Carpentras, enfin... On ne peut pas trop en dire, c'est un peu compliqué. J'ai souligné une phrase, je n'ai pas le livre sous la main, là, mais ce n'est pas grave. Vous parliez de communisme et vous disiez que c'est par le communisme que renaîtra, alors je ne me rappelle plus. Oui. Mais c'est une notion... Oui, il y a cela à un moment donné, oui, qui correspond à des propos authentiques, c'est-à-dire que le communisme qui a écrasé le nazisme, eh bien, pourrait être vaincu par cette alliance entre le brun et le vert de l'islam, voilà, et le brun du nazisme. Voilà. Et que cette alliance-là pourrait submerger complètement l'effondrement de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, ce fantasme géopolitique chez les deux camps. Oui. Alors, il y a beaucoup de rapprochements avec la situation politique actuelle dans cette fiction, qui vient à peu près de partout où il y a des problèmes. Il y a même le Mossad dans l'histoire. Il y a tout, oui, il y a tout. Il y a tout, c'est très drôle. Enfin, j'ai trouvé ça. Le dégel de l'Union soviétique a rouvert comme ça toute une série de champs de bataille, de lignes de front, dont cette ligne de front-là, c'est-à-dire comment combattre un antisémitisme renaissant et qui prend plusieurs visages. Le néonazisme en est un, l'antisémitisme profondément ancré dans le communisme en est un autre, et évidemment celui qui trouve dans l'islamisme ses justifications. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu mettre un peu en carrefour. Moi j'avais été très frappé en 90, j'avais 23 ans, par Carpentras, la profanation du cimetière. En mai 90, ça a été à la fois une immense manifestation de solidarité et puis un crime absolument affreux, mais surtout toute une série d'hypothèses greffées sur l'affaire, avant qu'on en trouve des années plus tard les vrais coupables, avec de l'exploitation politique, évidemment, contre le FN, la gauche se mobilisant, le FN se défendant, etc. Divers avocats, dont Gilbert Collard, qui se mêlent de cette affaire et qui en font aussi une manière de tribune. Et pour moi, quand on arrive là au début des années 90, il y a le détail de Le Pen qui est dans ces eaux-là, après la présidentielle de 88. Donc on est à ce moment-là dans une maturation d'une libération de la parole antisémite. Et ça, c'était assez terrifiant. Et donc voilà, je voulais mettre ça. Plus, évidemment, l'ombre portée de l'Iran qui, 10 ans après la conquête de Téhéran par Khomeini, commence à porter sa guerre, son djihad un peu partout.
Ouais. Avec en plein dans le GIA en Algérie. Voilà, avec le président Ahmadinejad. Oui. Qui fait des conférences sur la Shoah en disant que ça n'a pas existé, etc. Sûr que les Européens ont qu'à prendre l'Israël chez eux, puisque c'est chez eux que ça s'est passé la Shoah. Voilà, il y a toute cette... il y a en toile de fond, on essaye d'être à la fois très proche de cette histoire de montre et tout, mais il y a aussi un éclairage, une vision géopolitique. Tout à fait, c'est important. Et il y a beaucoup de pessimisme, mais c'est contrebalancé par des visions quand même optimistes. Et on sent chez vous, enfin chez vous deux, puisque vous avez écrit le livre ensemble, qu'il y a ce désir très profond de paix et de trouver un compromis, voilà, pour apaiser. Je ne sais pas pour Yves, moi je suis assez optimiste. Je pense que la vigilance alors c'est peut-être vous qui avez écrit l'emportera toujours. On a une happy end. On a une happy end. On ne voulait pas laisser les gens sur l'idée que le nazisme avait gagné, revenait et que c'était foutu. Donc on a remis la montre à l'heure, si j'ose dire, voilà. La pendule à l'heure après divers épisodes. Mais moi je fais partie des optimistes. C'est-à-dire, je pense que chaque fois qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme, brutale, violente, qui semble tout submerger, quelque part se lève un mouvement plus lent, plus profond, qui finalement va non pas obtenir une victoire définitive, parce que ça n'existera jamais, c'est sisyphéen, mais quand même repousser le démon, repousser le dragon, voilà, et le faire rentrer dans sa caverne jusqu'à sa prochaine sortie. Alors, qu'il reste dans la caverne. Hein. Voilà, je vous remercie infiniment à Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Comme ils n'ont pas lu. Agnès vous ne l'avez pas encore lu, donc c'est certainement, oui, bien sûr, c'est pour ça. Mais si vous êtes intrigué par quelque chose... Ah, il y a une question. Je vais bien poser la question. La première question, c'est le plus difficile, après vous allez voir. Elle peut être dessus. Moi, je voulais savoir comment vous avez employé un sujet historique aussi quand même brûlant, comment on fait la part de la fiction et comment on fait la part de l'histoire pour ne pas perdre les lecteurs. Voilà. Alors je traduis. Caroline demande comment on fait. Non, d'ailleurs c'est pour la caméra parce que pour le micro. Comment on fait la part de la réalité et de la fiction quand on s'appuie déjà sur un objet qui a existé et après comment surtout que c'est très mathématique tout ça. Moi je me suis dit il y a un mathématicien mais en fait ils sont tous les deux littéraires, c'est extraordinaire. Arcanum in numeris, c'est une des devises dans ce livre, c'est les secrets sont dans les chiffres. D'abord on part alors dans mes bouquins, mais c'est le cas aussi avec Christophe et on a été partenaires. Obligatoirement c'est le déclencheur est vrai. Toujours dans ce voilà. On part de cette idée-là. Cette montre d'Hitler a existé. Cette vente aux enchères a existé. Qu'on ne sache pas où elle est partie, qui l'a achetée, qui l'a vendue, tout ça c'est vrai. Mais ça ne suffit pas pour en faire une histoire. C'est-à-dire si on se contente de dire bon, la montre d'Hitler a été vendue aux enchères, ça fait comme je l'ai vu un entrefilet. Après, c'est vrai que toute la presse du monde entier, si vous allez sur Internet, vous verrez, ça fait l'ouverture de tous les journaux. Mais après, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver l'astuce quand même. Il y a une astuce extraordinaire. C'est pourquoi cette montre d'Hitler va attirer, va réunir autant de personnes aussi divergentes, aussi opposées et parfois aussi dans le conflit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel secret, quel mystère recèle-t-elle ? Et c'est à partir de là que toute cette partie de fiction nous a plu et permet au romancier justement d'en faire une histoire qui peut attirer le lecteur et l'emporter jusqu'à la fin pour savoir quel était ce secret, quel est ce secret. On avait fait un peu un Da Vinci Code du mal. Oui, au début, on était parti dans cette idée-là. Voilà, en voulant être moins ésotérique que le Da Vinci Code, mais il n'y a pas de société secrète, il n'y a pas des siècles au-dessus de nous, il n'y a pas de force occulte, mais en étant quand même dans cette idée d'une aventure historique
avec des secrets à révéler. Ce qui est important, c'est que tout ce que Yves avait construit sur la partie historique, on n'a pas voulu le trafiquer. C'est-à-dire, l'aide de camp d'Hitler, il a vraiment existé, on s'en est inspiré, on a changé son nom. Le soldat de la 2e DB, il a vraiment existé, on a changé son nom. Donc toute cette partie-là, on est resté au plus près des faits. Puis quand on basculait dans la fiction, c'est-à-dire vers quel secret contient cette montre, vers quoi elle peut mener, là, évidemment, on laissait libre cours à la fiction. Mais on retrouvait une autre réalité historique, et là, ça a été mon boulot de journalistique de vérifier un peu tout ça, c'est la réalité historique de 1990. Vous verrez, on cite des matchs de foot, ils ont vraiment existé. Il y avait la Coupe du Monde 90 à ce moment-là en Italie. On cite des films qui sortaient, des modèles de voitures. Tout ça, c'était la réalité de cette Allemagne de l'Est en train de se dégeler et de cette Europe en train de sortir du communisme. Donc c'est aussi une réalité à laquelle on est resté fidèle. Mais il y avait encore assez de place pour la fiction. Il y a d'autres questions ? Quelle a été la maison de vente qui s'est occupée de... C'est une maison dans le Maryland, aux États-Unis, qui bénéficie d'un régime fiscal. C'est un État américain très particulier, le Maryland. On avait son vrai nom, mais on l'a changé. J'ai oublié. Ah ouais, moi aussi, là, d'un coup. En fait, c'était pas une maison de vente très connue. Non, c'est pas. Mais elle a fait. Bien sûr. Non, mais elle a fait souvent des ventes d'objets sulfureux, d'objets comme ça. Oui. Je crois qu'elle avait vendu la ceinture de Göring. Qui est un embonpoint là. Et je crois aussi la petite culotte d'Eva Braun. La petite culotte d'Eva Braun. Qui a été vendue, vous savez combien de. Je crois combien de. 500, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pour ça qu'on était parti sur un documentaire au départ, que Olivia Mokiejewski, qui est une formidable documentariste, avait bâti un synopsis. Hélas, on n'a pas trouvé de chaîne qui prenne le sujet, parce que le marché des reliques nazies, c'est incroyable. Avec dedans des nostalgiques, des vrais fanatiques d'histoire qui considèrent cette période comme les autres et pour qui le moindre bouton d'uniforme a de la valeur, et c'est leur passion et c'est leur droit. Et puis, des musées qui rachètent pour témoigner de l'histoire et puis aussi pour éviter que ça tombe dans des mains idolâtres. Donc le marché des reliques nazies, c'est très particulier. En France, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre en France en vente chez un commissaire-priseur de province un objet d'un hiérarque nazi. C'est pas possible. Le militaire est autorisé, la Wehrmacht est autorisée, mais je crois que la SS, c'est pas possible. Sauf si vous barrez ou vous cachez la croix gammée ou les choses comme ça, etc. Alors justement, parlons-en de cette croix gammée. La couverture. C'est une affiche. Mais moi, je marche comme ça, moi, quand je sors pour lire mon livre. Je la planque tellement que je suis terrifiée déjà moi-même par la couverture. Donc après, j'ai peur que quelqu'un interprète. Genre, elle est pour Hitler, elle est en train de... Non, oui. Ah oui. Alors, mais elle est forte, cette couverture. Donc, voilà. Bon, enfin, je voulais en parler de cette demi-croix gammée. Vous parliez d'Indiana Jones. Il y a un épisode d'Indiana Jones où, à la suite d'aventure, il se retrouve à Berlin lors d'un autodafé. Et par les hasards de la foule, Indiana Jones tombe nez à nez avec Hitler et lui tend un vieux grimoire qu'il a. Et dessus, il prend un autographe d'Hitler. C'est tourné avec beaucoup d'humour. Mais voilà, moi, le dessin de couverture me faisait penser à cela. Donc un couple d'aventuriers, c'est un peu nos deux jeunes héros, là, qui est visiblement dans un endroit où il y a le nazisme qui plane. On n'a pas voulu mettre la montre en illustration de couverture, d'abord parce qu'il peut y avoir des problèmes de droit. Et puis, c'est un roman. Donc mettre le vrai objet en couverture d'un roman, ça ne nous semblait pas adéquat. En tous les cas, je vous le conseille fortement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, voilà. Donc je rappelle le titre, La montre d'Hitler, aux éditions Studio Fact. Si vous voulez vous faire dédicacer le livre, c'est à la caisse qu'il faut se le procurer. Et comme ça, on passe aux dédicaces. Eh bien, merci à vous. Merci. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Merci. Mais je vais aussi passer à un autre exercice, si vous le permettez. Tous les deux, je vais vous faire une petite interview face cash. D'accord. D'accord ? Voilà, on va revenir. Je vais fermer cette vidéo et je passe à l'autre vidéo. Ok. Donnez pendant ce temps-là, si vous voulez, on a le temps de... On a le temps de dédicacer quelques livres. Ah oui, notamment si certains d'entre vous sont pressés, parce que ça peut arriver.